Bonjour à toutes et à tous, et nous allons maintenant passer à notre conférence économique. Et pour ce faire, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Nicolas Bouzou, que l'on ne présente plus, célèbre économiste et essayiste, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de céder la parole à Nicolas, je voudrais prendre 2 minutes pour commenter le titre que nous avons choisi. Le retour vers un monde de violence et les dangers du chacun pour soi. Alors d'abord, retour vers un monde de violence. Je ne parle même pas de violence politique parce que là, il n'y a même pas de dessin à faire. Je parle de violence économique. Pourquoi ? Parce que depuis la crise de 2009, toutes nos économies, développées, y compris émergentes, ont été monitorées, ont été maintenues sous perfusion, ont été administrées par les banques centrales. Toutes ces économies, y compris la nôtre, ont été maintenus dans une espèce de coma artificiel pour essayer de remonter vers une petite croissance flat, voire anémique, à coup de quoi ? À coup de perfusion de liquidités massives, à coup de shoot, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de taux à zéro, mais même maintenant de taux négatifs, peut-être pas pour longtemps, et puis surtout par une accumulation de la dette, une accumulation impressionnante. Alors, hier, je suis tombé sur un article des Échos, je crois que c'est un économiste autrichien qui a fait ça il y a quelques semaines. Il s'est amusé à faire le patrimoine mondial et les dettes mondiales. Alors moi, je retiendrai que les dettes mondiales, les dettes juste d'État, je ne parle même pas des dettes d'entreprise ou des dettes privées, les dettes d'État, les dettes souveraines, c'est 100 000 milliards de dollars. Ça ne veut rien dire, mais si vous faites une comparaison, ça correspond à 1 ou 2% près à la totalité de la valorisation du patrimoine immobilier mondial, et c'est considérable. Alors, on va dire tout ça pour ça, c'est même pas ça. Tout ce qui a été fait pour maintenir une petite croissance faible, c'est oublier qu'on a laissé plein de gens de côté. Des millions de chômeurs en Europe. Alors quand ils ne sont pas chômeurs en Allemagne, c'est des mini-jobs. Croyez-moi, j'y vais 1 à 2 fois par mois, je sais ce que c'est les mini-jobs en Allemagne. Et quand ce n'est pas des mini-jobs, c'est aux États-Unis ou en Grande-Bretagne où il faut avoir 1, 2, voire 3 jobs pour arriver à la fin du mois à payer ses factures. Donc on le voit bien, le paradigme actuel est à bout de souffle. Alors d'aucuns, très intelligents, se disent on a fait noir, il suffit de faire juste le contraire, on va s'en sortir. On verra ce que Nicolas en pense. Maintenant, la deuxième question, vous allez me dire, mais comment a-t-on pu en arriver là ? C'est exactement, c'est très très simple. Vous passez du rouge au bleu, vous l'avez, citation d'Einstein que j'aime beaucoup, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. On a essayé de résoudre la crise de 2008 exactement avec le même processus intellectuel et même mode de pensée qui nous y ont menés. C'est pas possible. Non seulement ça, mais bien souvent avec les mêmes personnages. On a pris les mêmes et on recommence. J'irai même plus loin avec une deuxième citation d'Einstein qui dit « c'est le summum de la folie humaine que de faire, refaire et recommencer toujours la même chose en pensant qu'un jour, ça donnera un résultat différent ». Je vais laisser ces bonnes pensées à votre réflexion et je vais maintenant céder la parole à Nicolas. Merci. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est, je pense, la plus grande mutation technologique et économique que l'humanité n'ait jamais connue, et c'est ça qui justifie le titre. C'est ça qui explique en réalité qu'on entre en effet dans un monde de violence économique, violence politique aussi, mais je crois très sincèrement qu'on peut l'éviter. C'est-à-dire que quand vous regardez historiquement comment se sont passées ces grandes vagues de mutations technologiques et économiques, et je vous donnerai évidemment quelques exemples historiques dans un instant, vous voyez que au fond, c'est comme une pièce de monnaie, quoi. Elle peut tomber, qui est sur la tranche, elle peut tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, qu'est-ce qui m'amène à dire que nous connaissons aujourd'hui une vague de mutations technologiques et économiques sans précédent ? Au fond, quand vous regardez les évolutions du monde, donc les évolutions techniques, les évolutions économiques, disons depuis 10 000 ans, c'est-à-dire depuis le passage de l'ère paléolithique à l'ère néolithique, ce qui fut, au fond, la première grande innovation. L'invention de l'agriculture, ça a été la première grande innovation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu avant. Il y a eu des cycles d'innovation, au fond, depuis qu'Homo sapiens existe, depuis à peu près 200 000 ans. Il y a 40 000 ans, par exemple, vous avez eu mini-cycle d'innovation dans le domaine des techniques de chasse, mais ça n'est pas
quelque chose qui a fait évoluer la civilisation humaine de façon décisive, si vous voulez. Ça a été quelque chose d'important, et l'innovation, elle est dans les gènes de l'homme. Ça, c'est quelque chose qui me frappe. D'ailleurs, vous le voyez quand vous visitez n'importe quel musée d'histoire, d'archéologie, dans n'importe quelle ville de province, la première chose que vous voyez dans les vitrines, ce sont des outils, ce sont des armes. Et donc, vous voyez bien que l'homme a toujours eu cette volonté d'épargner, d'investir pour réaliser des gains de productivité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous ceux qui nous vendent ou qui essaient de nous vendre la décroissance peuvent avoir l'air très sympathiques parce qu'ils ont l'air calmes, ils mangent bio, etc. Donc c'est très très bien. Le seul problème, c'est que c'est simplement un contresens anthropologique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des gens qui ne sont pas des humains parce que, ou il croit s'adresser à des gens qui ne sont pas des humains parce que jamais l'humain, jamais, en tout cas Homo sapiens, mais même avant, n'a voulu aller vers la décroissance. Donc la décroissance est éventuellement au mieux une posture intellectuelle sympathique, mais ça n'a aucune pertinence concrète et opérationnelle. Et donc, l'histoire humaine, elle a toujours été rythmée de grandes vagues d'innovation. Donc, je le disais il y a quelques secondes, la première, il y a à peu près 10 000 ans, ça a été l'invention de l'agriculture. La deuxième, c'est l'Antiquité, ce que l'on appelle le siècle de Périclès, c'est-à-dire ce moment, on est au tournant du 4e et du 5e siècle, avant Jésus-Christ, ce moment assez extraordinaire où on passe d'une économie de troc et de voisinage à une économie monétaire et lointaine et impersonnelle. C'est-à-dire que avant l'Antiquité, si vous êtes producteur d'huile d'olive, et je prends cet exemple évidemment pas au hasard, puisque le cœur de l'économie monde au moment de l'Antiquité, c'est la Grèce, c'est Athènes d'ailleurs plus particulièrement, et notamment le Pirée, qui est aujourd'hui une banlieue atroce, mais qui était l'un des endroits les plus riches du monde sous l'Antiquité. Avant cette mutation du siècle de Périclès, quand vous êtes producteur d'huile d'olive et que vous avez besoin, je dis n'importe quoi, peu importe, d'un panier, vous allez échanger une bouteille d'huile d'olive contre un panier avec quelqu'un qui vit près de chez vous. Quelques dizaines d'années plus tard, au terme de cette mutation, vous allez exporter votre huile d'olive de l'autre côté des rives de la mer Méditerranée ou de la mer Égée, peu importe, et puis vous allez vous faire payer en monnaie, c'est l'émergence de la banque. Éventuellement, vous pouvez perdre les marchandises. Ce sont les premiers contrats d'assurance. Alors, ça ne s'appelle pas comme ça, puisque l'assurance maritime, comme vous savez, est plutôt née au moment de la Renaissance. Là, on appelle ça les prêts à la bonne aventure, mais c'est le même principe que l'assurance. Grandes compagnies d'assurance sont nées au 19e siècle, au 18e siècle à Londres, comme vous savez. Mais ce n'est pas pour ça que l'assurance, elle, est née à Londres au 18e siècle. C'est bien plus vieux que ça. Elle est née sous l'Antiquité. Et donc, vous avez ce changement absolument extraordinaire du monde, qui, d'ailleurs, a été un véritable progrès. Quand on pense à l'Antiquité aujourd'hui, on pense à la mondialisation, au progrès économique, à la démocratie, au progrès dans le domaine de la santé. C'est le siècle d'Hippocrate aussi. Ce que l'on oublie, pour reprendre ce titre, c'est que cette grande mutation économique et technologique, elle va aboutir à une vraie guerre au sens propre du terme. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est vraiment la guerre des anciens contre les modernes. Le camp des modernes, Athènes, le camp des anciens, Sparte. Et malheureusement, l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, la pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et là, elle est tombée du mauvais côté, puisque c'est Sparte qui a gagné les guerres du Péloponnèse, et ça a abouti à un régime tyrannique, y compris à Athènes. La troisième grande mutation, après l'agriculture et l'Antiquité, c'est la Renaissance. Je l'ai déjà évoqué. La Renaissance, d'ailleurs, n'est pas un phénomène de la fin du XVe et du XVIe siècle. Il y a une grande erreur historique qui, d'ailleurs, est de la responsabilité d'un historien français au XIXe siècle qui s'appelait Jules Michelet. En réalité, ce qu'a découvert l'historiographie récente, et je le signale parce que je pense que c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'a découvert l'historiographie récente, c'est que la fin du XVe, le début du XVIe siècle ont été un point d'aboutissement, une synthèse, une convergence, un moment de convergence, d'innovation,
qui ont égrené tout le Moyen-Âge, en tout cas la deuxième partie du Moyen-Âge, à partir du début du XIIIe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où on découvre une nouvelle source de production d'énergie. Alors le vocabulaire que j'emploie est un peu impropre parce qu'on ne produit pas de l'énergie, l'énergie elle est là, de transformation de l'énergie, et la France commence à être couverte de moulins, moulins à vent, moulins à eau, et vous allez avoir, à partir du XIIIe siècle, la poudre à canon, les instruments de navigation, l'imprimerie, etc. Donc toutes ces innovations et qui vont converger à la fin du XVe et au début du XVIe siècle pour aboutir aux grandes découvertes et puis le tour du monde de Magellan. Pourquoi est-ce que je dis que c'est très important de bien comprendre ça? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt dans la situation du Moyen-Âge. C'est-à-dire que nous voyons arriver beaucoup d'innovations, les robots, l'imprimante 3D, l'intelligence artificielle, etc., la génomique, mais on n'est pas encore arrivé au moment des grandes découvertes. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de mal à concevoir et à conceptualiser ce que ça va donner véritablement. Alors, là encore, quand on parle de Renaissance aujourd'hui, la Renaissance, j'imagine que pour vous, pour moi aussi d'ailleurs, ça a une connotation très positive. Le terme Renaissance lui-même d'ailleurs est porteur de cette connotation extrêmement positive. Simplement, là encore, c'est un moment qui n'a pas évité les violences. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, il faut quand même s'interroger là-dessus. La ville la plus riche de la Renaissance, du début de la Renaissance, c'est Florence. D'accord ? Vous êtes à la fin du XVe siècle. Il faut quand même se demander pourquoi, dans la ville la plus riche, la plus innocente, non pas la plus innocente, la plus innovante, pardonnez-moi, la population vire les Médicis et appelle à sa tête Savonarole, qui est une sorte de Daesh chrétien, qui fait le bûcher des vanités sur lequel on va brûler tous les écrans, les iPads, etc. C'est quand même très important de se poser ce type de questions. Deuxième phénomène très intéressant au moment de la Renaissance, et là je l'adresse directement, je ne pense pas qu'il y ait d'Américains ou de Britanniques dans la salle, mais je pourrais leur adresser, c'est le fait que les grands pays, par peur du changement, je pense en particulier au Portugal et à l'Italie, vont mener des politiques protectionnistes, anti-migratoires, etc., ce qui est le début de leur déclin. Quand vous commencez à mener des politiques protectionnistes, on a un siècle, qu'est-ce que je raconte, pardonnez-moi, un millénaire de recul sur le protectionnisme. Quand vous commencez à mener des politiques protectionnistes, c'est le début du déclin. Le renfermement, c'est le début du déclin, ce qui peut être d'ailleurs une bonne nouvelle pour l'Europe. C'est une très bonne nouvelle pour le Canada, mais parce qu'eux bénéficient de la fermeture des autres, mais ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'Europe si on était un peu astucieux et si on prenait le contre-pied des États-Unis, et on va voir ce qui se passe éventuellement du Royaume-Uni. La quatrième grande mutation, c'était le 19e siècle, bien évidemment, ce qu'on appelle la révolution industrielle, si vous voulez, dans les livres, qui commence d'ailleurs un peu avant le 19e siècle, à partir des années 1770, l'invention de la machine à vapeur, si vous voulez, pour donner une datation un peu précise. Et puis vous allez avoir, tout au long du 19e siècle, énormément d'innovations. Alors tout ça prend toujours un petit peu de temps à se diffuser dans l'économie, mais les grands moyens de transport, le bateau, la vapeur, le chemin de fer, et puis à la fin du 19e siècle, les instruments d'enregistrement, l'électricité, la voiture à moteur, l'aéronautique dans la première partie du 20e siècle. Là encore, 19e siècle est le moment où la croissance économique a commencé à décoller dans le monde, où en tout cas on a eu un triple phénomène sur une très grande échelle géographique, augmentation du PIB, pour parler dans un langage contemporain, augmentation de la population, mais aussi augmentation du PIB par habitant. D'accord ? Donc le PIB a plus augmenté que la population, ce qui a démenti les prédictions de Malthus. Ça aussi c'est très important parce que les Malthusiens sont très puissants aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que je voudrais qu'on garde en tête, et j'y reviendrai dans quelques instants pour analyser la situation contemporaine. Mais le 19e siècle a aussi été une période à la fois de croissance et de violence. On en sait quelque chose en France, première partie du 19e siècle, la révolte des canuts à Lyon, tout le monde connaît ça. Au Royaume-Uni, les ludistes qui vont casser les machines et même tuer les chefs d'entreprise. Et puis, à la fin du 19e siècle, quelque chose qu'on a oublié, le président de la République a été victime du terrorisme en France. Président de la République, 1896, je crois, Sadi Carnot a été assassiné par un terroriste qui n'était pas islamiste, mais qui était un terroriste anarchiste, mais qui, au fond, avait beaucoup de points communs avec le terrorisme islamiste, notamment le sens sacrificiel, puisqu'il savait bien qu'en tuant le président de la République, c'est l'équivalent d'un kamikaze, en tuant le président de la République à la fin du 19e siècle, la sanction judiciaire, a priori, c'était pas une peine d'emprisonnement de 20 ans. Donc il y avait déjà cette idée. Alors, si vous revenez au début de mon exposé,
ce que je vous ai dit, c'est que je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est plus important en réalité que ce que nous avons vécu, que ce que l'humanité a vécu lors de ces 4 phases de destruction créatrice, pour reprendre le vocable schumpeterien. C'est plus important que les 4 vagues de destruction créatrice précédentes. J'ai 2 arguments pour ça. Premier argument, un peu subjectif. Le deuxième est plus solide. Mais je vous donne les 2 quand même, parce que je crois aux 2. Le premier, c'est que toutes les innovations que l'on voit arriver, la robotique, les robots, l'intelligence artificielle, la génétique, la biologie moléculaire, l'imprimante 3D, peut-être un peu en retard par rapport aux innovations que je viens de citer. Elle est partie en décalage de phase, mais ce n'est pas pour ça que ce ne sera pas quelque chose de très important. En soi, ce sont des innovations qui, pour reprendre le langage contemporain qui n'est pas très beau, mais qui sont disruptives. Bon. Au moins autant que ne l'était la poudre à canon ou même l'imprimerie. Mais le deuxième élément, et celui-là, il est parfaitement objectif, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez une mutation qui, sur une période extrêmement courte, ça fait 15 ans que ça a commencé, et on en a encore pour 15 ans, ça aura duré 30 ans, donc c'est incroyablement ramassé, une mutation qui se produit sur la totalité de la planète. Pas tout à fait, j'exagère, mais disons que pour la première fois, il est plus facile de dénombrer les pays qui ne participent pas à cette mutation en tant que producteurs ou en tant qu'utilisateurs, que de dénombrer les pays qui y participent, ce qui est tout à fait nouveau. 19e siècle est parti du nord de l'Europe, Liverpool, Manchester, et puis c'est descendu Birmingham, Londres, la France, l'Europe du Sud, etc. La Renaissance, mouvement inverse, a commencé à Gênes, Venise, Florence, et remonté les foires de Champagne, la Flandre, le Royaume-Uni, etc. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui concerne le monde entier. Mon ami Gaspard Koenig vient de publier un livre qui est très bien, qui s'appelle, je crois, Les Aventuriers de la Liberté, et il consacre un chapitre très intéressant au Rwanda. Vous savez que le Rwanda est devenu l'un des principaux hubs technologiques, peut-être le principal hub technologique d'Afrique subsaharienne, avec énormément de start-up, une très très bonne politique économique, menée par quelqu'un qui en soi n'est pas spécialement sympathique, mais politique économique qui vise à imiter ce qu'avait fait Singapour après la guerre, et qui est une politique publique d'ailleurs très, très simple et très efficace, qui consiste à mettre beaucoup d'argent public sur les infrastructures. Et là, en l'occurrence, c'est de l'argent du développement, essentiellement, c'est de l'aide au développement. Donc beaucoup d'infrastructures. Vous allez dans n'importe quel village du Rwanda, vous avez une couverture 4G qui est honnêtement meilleure que sur le périphérique. Donc sur le périphérique, vous allez je sais pas, il y a un endroit où ça coupe. Donc bon, mais donc vous n'avez pas ça au Rwanda. Et du coup, vous avez un écosystème de start-up et puis vous savez qu'en Afrique, vous avez beaucoup de start-up parce qu'il n'y a pas de passé technologique. Il n'y a pas ce que les économistes appellent de dépendance de sentier. Donc on va directement vers les technologies qui sont les meilleures, qui sont les plus efficaces. Alors pourquoi est-ce que je cite le Rwanda? Parce que très honnêtement, même si on est un excellent prospectiviste, il y a 20 ans, c'était peut-être pas complètement évident de se dire que le hub technologique de l'Afrique, ça allait être le Rwanda. Peut-être que d'aucuns auraient pu citer l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Botswana à la limite. Bon, mais le Rwanda, c'est quelque chose, me semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste de cette région, mais qui n'était pas complètement intuitif. Et pourtant, c'est bien ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc, beaucoup d'innovations disruptives sur une échelle géographique qui est extrêmement large. Vous avez le début de la phase de destruction créatrice qui est la plus importante que l'histoire de l'humanité ait connue. Ce qui est une formidable nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle, parce que où sont concentrées ces innovations? Elles sont concentrées beaucoup dans le domaine de la santé, elles sont concentrées beaucoup dans le domaine de la mobilité, elles sont concentrées beaucoup dans le domaine du développement durable, et d'ailleurs, ce que je dis là, en réalité, est d'une banalité confondante. Parce que c'était très exactement la même chose lors des mutations précédentes. Vous retrouvez toujours ce triptyque, santé, je parlais d'Hippocrate et il faudrait parler d'Ambroise Paré à la Renaissance, Pasteur au 19e siècle, etc. Santé, mobilité et développement durable, c'est-à-dire énergie. Le problème aujourd'hui n'est pas du tout un problème d'accès aux ressources énergétiques. Des ressources énergétiques, il y en a plein depuis le pétrole et le gaz de schiste. On n'en a quasiment jamais eu autant. On a 80 ans de réserve devant nous, si vous voulez, en hydrocarbures. On a 40 ans de réserve prouvée, 40 ans de réserve pas tout à fait prouvée. Donc on a à peu près 80 ans. C'est pour ça d'ailleurs que les prix sont extrêmement bas. Donc vous inquiétez pas, tous ceux qui vous disent on consomme 2-3 planètes par an, etc. Oubliez tout ça, c'est complètement faux. Jamais eu autant de ressources. Le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est celui du réchauffement climatique.
lui, est un sujet extrêmement grave, extrêmement sérieux, mais néanmoins, on a les capacités de le régler justement grâce à l'innovation. Surtout si elle est articulée avec une bonne politique publique, il faudrait qu'elle le soit. Par exemple, moi, mon rêve, ce serait qu'on ait non pas un marché du CO2 en Europe, parce que je suis un libéral, mais les marchés pour le CO2, ça ne marche pas, parce que quand la croissance est faible, les prix baissent, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, donc le CO2 n'est pas cher. Non, il faut mener une politique complètement interventionniste, et c'est moi qui le dis, il faut fixer un prix du CO2 à un niveau élevé et définir un taux de croissance année après année du prix du CO2. Et là, vous verrez que ce qui a été annoncé il y a 2 jours, on n'en a pas parlé, mais c'était quand même extraordinaire. Pour la 5e année consécutive, les émissions de CO2 sont en baisse dans le monde. Donc c'est génial. Il faudrait qu'elles baissent beaucoup, c'est ça le problème. Mais elles baissent un peu, donc c'est formidable. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, la Chine est l'un des principaux contributeurs à la baisse des émissions de CO2. Eh ouais. Moi, je vois bien les entreprises pour lesquelles je travaille, notamment dans le domaine de la logistique, elles me disent toutes, mais les Chinois, ils nous obligent à livrer en électrique aujourd'hui, parce qu'ils sont parfaitement conscients de tous ces problèmes. Et alors c'est là où parfois vous dites que quand même les politiques publiques, il faudrait qu'on y réfléchisse davantage avant de les mener. Si l'Union européenne, pour la première fois depuis 4-5 ans, a des émissions qui remontent, c'est parce que nos amis allemands ont eu l'excellente idée de substituer du charbon au nucléaire. Mais ça ne se serait pas produit si on avait eu un prix du CO2 élevé. Ce qui a permis au charbon de fermer le nucléaire et d'ouvrir des centrales à charbon, c'est le fait qu'on peut acheter des droits à polluer aujourd'hui à des niveaux qui sont des niveaux extrêmement bas. Mais donc ce sujet du développement durable, il est au cœur de la mutation qu'on le connaît. Vous voyez ça avec Elon Musk aux États-Unis et ses panneaux solaires, ses batteries, etc. Et c'est quelque chose de très positif. De la même façon que la mutation que l'on observe dans le domaine de la santé, je parlais de la biologie moléculaire, je parlais de la génomique, de la robotique aussi, on fait beaucoup de progrès dans la robotique chirurgicale, et je veux bien qu'on m'apporte un verre d'eau. Ça m'arrive une fois tous les 6 mois, ça se bloque. Mais en général, au bout de 30 secondes, ça passe et je peux repartir. On fait d'énormes progrès dans des pathologies extrêmement sérieuses, mais pour les pathologies bénignes, comme celle-ci, il n'y a pas d'enjeu. C'est la raison pour laquelle je pense que dans 15 ans, on aura rendu chronique tous les cancers, mais on n'aura fait aucun problème dans le domaine du rhume. Non, mais je le dis très sérieusement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier. C'est pas grave. Donc vous n'aurez jamais un laboratoire pharmaceutique qui va investir beaucoup d'argent pour soigner les rhumes. Pourquoi? Parce que si on investit beaucoup d'argent pour soigner les rhumes, les prix des médicaments vont être élevés, personne ne veut payer un prix élevé pour soigner un rhume. Pour l'hépatite C, en revanche, là, ça a été quelque chose. L'hépatite C était une maladie grave qui touchait en France à peu près 400 000 personnes. Et donc, merci beaucoup, là, merci, on avait vraiment un enjeu. Merci. On avait vraiment un enjeu à investir beaucoup de recherche et développement, quitte à avoir d'ailleurs des prix qui étaient des prix élevés. Ces investissements très importants, ces progrès qu'on fait dans la santé, ils correspondent à la volonté, notamment à la volonté des entrepreneurs de la Silicon Valley, parce que c'est là que se joue l'innovation aujourd'hui. C'est un peu déprimant à dire d'ailleurs, mais 90% du potentiel d'innovation dans le monde, il est dans la Silicon Valley. Vous avez 8 à 9% en Asie, et le reste est en Europe, et encore en Europe, il est plutôt localisé, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Finlande, un nombre de pays relativement modéré. Mais ça, c'est très important, parce que ça nous ramène à toutes les vagues d'innovation dont j'ai parlé par le passé. Qu'est-ce qui obsède aujourd'hui les grands entrepreneurs de la Silicon Valley? Qu'est-ce qui les obsède? Quel est leur but à moyen terme? L'allongement du temps et l'allongement de l'espace. Santé, mobilité. C'est ça les 2 grands enjeux. Et ça explique les stratégies d'Uber, de Google ou de SpaceX ou de Facebook. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'allongement du temps, qu'est-ce que ça veut dire? L'allongement du temps, c'est vivre plus longtemps. C'est aussi simple que ça, c'est vivre plus longtemps. Comment est-ce que l'on vit plus longtemps? Il y a 3 façons de vivre plus longtemps. Soigner les maladies, lutter contre le vieillissement et éviter les accidents. Vous voyez que ce sont 3 sujets qui sont très 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 présents au niveau de l'innovation, en particulier dans la Silicon Valley aujourd'hui. À la fin du mois de septembre, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il mettait 3 milliards d'euros, de dollars, peu importe, dans sa fondation. Quel est l'objet de cet investissement? Supprimer toutes les maladies d'ici 2100. Supprimer toutes les maladies d'ici 2100.
D'accord ? Mais le problème, c'est que si vous supprimez toutes les maladies d'ici 2100, l'espérance de vie n'augmente pas énormément. On a des études là-dessus. Par exemple, imaginez qu'il n'y ait plus du tout de cancer. Imaginez qu'on arrive à soigner le cancer, ce qui, à mon avis, va arriver relativement vite. Microsoft, d'ailleurs, a fait des annonces aussi très importantes à la fin du mois de septembre sur ce sujet. Vous imaginez que le cancer n'existe plus. Vous savez quelle est l'augmentation d'espérance de vie à la naissance dans le monde ? 2 ans. Alors vous dites, c'est quand même très décevant. Imaginez qu'il n'y ait plus aucune maladie. Il n'y a plus aucune maladie. Vous savez quelle est l'espérance de vie à la naissance ? 120 ans. Alors, c'est pas mal, c'est mieux. Mais enfin, tout ça pour ça, plus aucune maladie et vous gagnez 40 ans d'espérance de vie, c'est quand même là aussi quelque chose qui est extrêmement décevant. D'où le sujet de la lutte contre le vieillissement. Parce que vous savez que malheureusement, on meurt de vieillissement à 120 ans. Alors, les études varient un peu, 120, 122 ans. Mais enfin, globalement, il n'y a plus personne. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il faut investir dans la lutte contre le vieillissement. Ce que commence à faire la filiale de Google, Calico par exemple, elle réfléchit, elle investit beaucoup dans la lutte contre le vieillissement et notamment dans la lutte contre ce qu'on appelle les cellules sénescentes, c'est-à-dire celles qui nous font vieillir. Et on réalise des progrès très importants puisque la revue scientifique Nature, il y a un peu plus d'1 an, a publié une première étude qui a montré qu'on avait réussi, c'est quand même extraordinaire, on a réussi à rajeunir de 30% des souris, de 30%, et on les a rajeunies. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est comme si moi je revenais à 30 ans d'un coup. Donc c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Les deux. Voilà. Vous imaginez que vous prenez votre âge et vous divisez par 1,3, un peu plus d'1,3. Donc c'est quand même quelque chose qui est tout à fait spectaculaire. Et puis la lutte contre les accidents, évidemment, c'est tous les progrès qu'on fait, notamment dans le domaine de l'Internet des objets, de la voiture sans chauffeur. Donc obsession du temps, d'un côté, avec des premiers résultats, et puis bien évidemment, obsession de l'espace. Alors l'obsession de l'espace, ça va d'Uber dans les villes à Hyperloop entre les villes moyennes. Et je suis très content d'en parler aujourd'hui avec le départ de notre ami Thomas Pesquet. Et c'est bien évidemment l'immense renouveau de l'exploration spatiale avec un écosystème incroyable qui est en train de se constituer aux États-Unis, avec maintenant plusieurs milliards de dollars qui sont investis tous les ans en capital risque dans le domaine du secteur spatial aux États-Unis. Un superbe écosystème avec des choses qui sont relativement simples. Un boom extraordinaire de l'envoi de satellites avec des applications extrêmement concrètes, notamment pour les agriculteurs. Vous voyez, ils comprennent bien ce que c'est, hein, l'importance de l'écosystème spatial, parce qu'eux en bénéficient. Mais vous avez aussi beaucoup de recherche et développement dans le forage ou l'exploitation de minerais, notamment sur des satellites qui ne sont pas très éloignés de nous, le secteur du tourisme spatial, l'agence spatiale européenne qui a un superbe projet d'installation d'une station permanente sur la Lune, et puis bien évidemment les projets d'Elon Musk qui sont complétés maintenant par une politique publique américaine qui est en train de se mettre en place pour aller coloniser Mars. Et donc, vous voyez que élargissement du temps, élargissement de l'espace, nouvelles sources d'énergie moins polluantes, vous avez des solutions à des problèmes qui se posent aujourd'hui à l'humanité, mais tout ceci génère une vague de destruction créatrice, une vague de changement qui est absolument majeure. Destruction créatrice, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes ces innovations dont on est en train de parler, elles sont en train de tuer l'ancien monde. Elles sont en train de tuer un ancien monde. Et c'est ça les vagues d'innovation. Ce n'est pas un nouveau monde qui arrive en plus. Ce n'est pas SpaceX qui arrive en plus et qui crée des emplois en plus. C'est SpaceX qui, éventuellement, on n'en est pas encore là, mais peut déstabiliser la situation de certains opérateurs qui sont très présents en Europe comme Arianespace. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais l'incarnation microéconomique de ça, c'est pour ça que c'est un sujet qui m'a toujours passionné, c'est le conflit entre Uber et les taxis. Pourquoi est-ce que le conflit entre Uber et les taxis est si important ? Pourquoi est-ce que, où que vous alliez dans le monde, la page 2 du journal du coin, elle est consacrée au conflit entre Uber et les taxis ? Sérieusement ? Non, mais je le dis vraiment au premier degré. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du fait que c'est un sujet en soi, ça illustre tous les conflits schumpeteriens qui vont se produire ces 10 ou 15 prochaines années. Et ce conflit schumpeterien, c'est bien la raison pour laquelle nos compatriotes n'ont pas une vision extrêmement positive de ce qui est en train de se passer.
Je le vois bien, quand j'évoque ces sujets, quand j'évoque les progrès de la santé, les progrès dans le développement durable, les progrès dans la mobilité, mais les gens me disent, d'une part, on ne les voit pas, d'autre part, ce qu'on voit autour de nous, non seulement ces progrès, on ne les voit pas, mais on voit des choses qui sont assez négatives. On voit le chômage qui est élevé, on voit les impôts qui sont trop lourds, on voit le gouvernement qui ne se débrouille pas aussi bien que ce qu'il devrait faire. Donc on voit essentiellement des problèmes, et ces promesses, on ne les voit pas. Alors, que l'opinion publique pense ça, très bien, je pense qu'il y a des explications que je vais donner dans un instant. Mais le pire, c'est que la plupart des économistes pensent la même chose. C'est-à-dire que la plupart des économistes aujourd'hui sont malthusiens, et refont d'ailleurs les erreurs de Malthus à la fin du XVIIIe siècle. C'est ce que l'on appelle les économistes de la longue stagnation, hein. Robert Gordon aux États-Unis, Larry Summers, qui vous expliquent que les innovations dont je suis en train de parler, ce sont des effets d'optique. Un robot, c'est spectaculaire quand vous le voyez. L'intelligence artificielle, c'est très spectaculaire quand vous la voyez fournir un diagnostic médical ou gagner contre le champion du monde de jeux de Go. Mais en réalité, on ne les voit pas dans les chiffres. On ne voit pas la robotique dans les gains de productivité. On ne voit pas la génétique dans les gains de productivité, y compris dans le secteur médical. En revanche, l'électricité et la machine à vapeur, on les voyait. Et donc, ce que vous disent ces économistes, Gordon, Summers, suivis par leurs collègues français, c'est que ces innovations, elles ne délivrent rien en termes d'amélioration de la situation économique. Et alors, pire, même les dirigeants d'entreprises de ces secteurs en font la contre-publicité. Je trouve que c'est absolument fascinant. Vous avez énormément de chefs d'entreprise du secteur du numérique, par exemple, qui disent « c'est vrai, ça détruit des emplois ». Et ces deux idées, selon lesquelles, et d'une, on serait condamné à une faible croissance, et d'autre, cette vague technologique détruit des emplois, ces deux idées, je pense, parce que je peux me tromper, mais il m'arrive aussi de ne pas me tromper. Et eux, il leur arrive de se tromper. D'ailleurs, depuis 10 000 ans, les économistes malthusiens sont toujours trompés. Toujours très étonné, d'ailleurs, dans le débat public, de voir que la charge de la preuve, elle repose toujours sur moi. Non, mais c'est-à-dire que quand quelqu'un dit c'était l'intelligence artificielle, ça va détruire tous nos emplois, et donc déjà, ça ne va pas, mais ça va être encore pire, et donc il va falloir faire le revenu universel, parce qu'il n'y aura plus que 5% des gens qui travaillent. Vous voyez, les journalistes leur disent « Ah oui, c'est vraiment dramatique ». Et donc, du coup, c'est moi qui suis obligé de me justifier. Alors que depuis 10 000 ans, c'est moi qui ai raison, et eux qui ont tort. C'est quand même quelque chose, si vous voulez, qui nous en dit long sur l'état de dépression nerveuse dans lequel on est tombé. Et même pire, j'y reviendrai là aussi dans un instant, je surveille le temps pour m'arrêter dans quelques minutes, mais même quand vous dites aux gens, mais quand même, tous ces progrès qu'on fait dans la santé, c'est absolument extraordinaire, les gens vous disent, oh là là, oui, mais les médicaments sont trop chers, il va falloir réformer le système de retraite, et les plus intellectuels disent, mais moi, je ne sais pas ce que je vais faire jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire que ce qui devrait être quand même célébré, ce qui devrait être célébré comme une extraordinaire nouvelle, vous le voyez bien avec le terme transhumanisme. Le terme transhumanisme, qui n'est pas le posthumanisme. D'accord ? Le terme transhumanisme, il a une connotation très négative, pas seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe. Pas pour moi, hein, à titre personnel. Alors peut-être parce que je travaille dans l'économie de la santé et que, franchement, le jour où je serai atteint d'une pathologie grave, ce qui statistiquement ne saurait tarder à l'échelle de 20, 30 ou 40 ans, moi, le terme transhumanisme, quand je serai concerné, me semblera extrêmement sympathique et je prendrai toutes les innovations possibles et inimaginables. Bon. Donc, il faut absolument... je ne cite pas souvent Lénine, mais il avait une expression absolument extraordinaire. Il disait il faut tordre le bâton de l'autre côté. Il prenait l'image d'un bâton de fer qui était tordu d'un côté, donc le côté négatif, par exemple, et il disait, si on veut le remettre droit, il faut le tordre, il faut le tirer incroyablement fort de l'autre côté. Ben, je peux vous dire que quand vous voulez expliquer que les innovations peuvent être des progrès aujourd'hui et que ce qui nous attend est mieux que le passé, il faut vraiment tirer le bâton en fer très, 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 très fort, non pas pour le remettre droit, on n'en est pas encore là, mais en tout cas pour essayer de le remettre un tout petit peu dans son axe. Il y a toujours un délai entre l'innovation et la croissance. On pourra y revenir pendant les questions si ça vous intéresse. Et donc ce délai aujourd'hui, on est dans l'entre-deux. On est dans l'entre-deux. Mais entre le moment où une clinique achète un robot chirurgical et le moment où elle réalise des gains de productivité, eh bien il faut qu'elle ait en effet acheté ce robot, ça c'est fait, mais il faut aussi qu'on soit passé en ambulatoire et qu'on ait des médecins qui soient capables de travailler à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue concret ? Ça veut dire qu'il faut plus de chambres dans les hôpitaux et il faut supprimer le statut de la fonction publique hospitalière. C'est quand on aura fait ces deux choses-là qu'on aura les gains de productivité. Donc,
je vois bien l'évolution des sondages, mais même si vous avez un candidat qui vous explique qu'on va faire tout ça en 1 an, bon, on peut aussi penser que ça prendra un peu plus de temps. Donc, vous avez toujours ce décalage entre l'innovation et la croissance. La question de l'emploi, moi, je n'ai pas d'inquiétude à terme sur l'emploi, pour une raison. Alors déjà, cette question du chômage technologique, cette idée selon laquelle l'intelligence artificielle hybridée à la robotique va nous prendre tous les emplois. Pour l'instant, on ne la voit pas du tout dans les études et les statistiques. Pour l'instant, on n'en voit aucune trace. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans le futur, mais pour l'instant, ça n'est pas du tout quelque chose que l'on voit. En revanche, on voit que ça génère une mutation de l'emploi. C'est-à-dire qu'on détruit des emplois et qu'on recrée des emplois, mais qui sont de nature différente. Et contrairement à ce que l'on pouvait croire, parce qu'on a longtemps cru qu'on détruisait des emplois qualifiés, qu'on détruisait des emplois peu qualifiés, qu'on recrée des emplois qualifiés, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on détruit des emplois moyennement qualifiés et qualifiés sans être hyper qualifiés, et on recrée beaucoup d'emplois peu qualifiés et des emplois hyper qualifiés. D'où l'augmentation d'ailleurs des inégalités très importantes, notamment dans un pays comme les États-Unis. Au fond, le message que je veux faire passer, qui est presque un message philosophique, c'est que tant que vous aurez une différence entre l'homme et la machine, tant que vous aurez une différence entre l'homme et la machine, ce seront des facteurs de production complémentaires et non substituables. Et donc, vous aurez potentiellement le plein emploi. Je prends mon argument dans un sens différent, mais qui est strictement le même du point de vue de l'argumentation. Tant que l'homme est différent d'une machine, le chômage n'est lié qu'à de mauvaises politiques économiques. Le chômage en France n'est pas lié à l'intelligence artificielle. Permettez-moi de le rappeler. Il est lié à des problèmes que vous connaissez tous par cœur et que l'on peut tous régler un par un, comme l'expliquent brillamment tous les grands spécialistes du marché du travail en France, dont le prix Nobel d'économie français, que l'on ferait bien d'écouter, et je pense même qu'on ferait bien de faire ce qu'ils nous disent de faire. La France y gagnerait beaucoup. Et vous verrez que le chômage y diminuera énormément. Intelligence artificielle ou pas. Ce que je voudrais vous dire en guise de conclusion, je prends juste 2 minutes pour répondre au sujet. Comment est-ce qu'on évite ces violences? De 2 façons. D'une part, en mettant en place les bonnes politiques économiques dans cette période d'hyper-destruction créatrice. Ça veut dire qu'on a besoin de formation et on a besoin de flexibilité. Flexibilité, parce qu'il faut absolument remettre en marche l'ascenseur social, et puis il faut absolument qu'on puisse créer et détruire des jobs, donc il faut beaucoup plus de flexibilité dans l'économie. Il faut aussi beaucoup plus de formation, parce que ça ne sert à rien de créer de nouveaux jobs si les gens n'ont pas les capacités à les occuper. Et ça, ce sont des sujets extrêmement concrets. Lyon vient d'autoriser, et c'est formidable, est en train de faire une expérimentation avec des bus sans chauffeur. C'est très bien. J'y suis très favorable. C'est la fin du métier de chauffeur de bus. D'accord ? De la même façon que dans 15 ans, vous n'aurez plus de moniteurs, alors évidemment plus de taxis et plus de chauffeurs de VTC, plus de moniteurs d'auto-école, plus de chauffeurs de bus, plus d'ambulanciers et plus de conducteurs de poids lourds. Ces métiers-là vont disparaître. C'est criminel de notre part de ne pas l'anticiper, de ne pas aller voir ces gens-là et de ne pas les former pour les nouveaux jobs qu'ils feront. Peut-être dans leur camion d'ailleurs. Peut-être que le chauffeur de poids lourd, il a vocation à rester dans son camion. Mais pas très exactement pour être chauffeur de poids lourd. Et d'ailleurs, ces évolutions, elles se font de façon souterraine, en tout cas les évolutions économiques, pas la formation, parce que mes amis de la FNTR, la Fédération nationale du transport routier, me faisaient remarquer hier qu'il y a une directive européenne qui, maintenant, autorise les chauffeurs de poids lourds à ne plus avoir les 2 mains sur le volant. Donc vous voyez comment on se rapproche, non mais c'est ça ce qui est en vue, on se rapproche progressivement, très progressivement, du poids lourd sans chauffeur. Donc flexibilité et formation. Et puis il nous faut un discours. Et ça, c'est mon rôle, mais c'est le vôtre aussi. Il faut un discours du monde de l'entreprise positif sur l'innovation. L'innovation, ça ne sert pas à survivre. L'innovation, ça sert à faire quelque chose de bien, ça sert à faire un progrès pour ses clients. Et la conséquence heureuse, c'est qu'on survit. Mais la survie n'est que la conséquence de l'innovation. Et donc, notre plus grand ennemi, c'est le c'était mieux avant. Parce que le c'était mieux avant, c'est faux, d'une part. Je pourrais vous reprendre toutes les statistiques que vous voulez. Donc c'est une grosse bêtise de dire que c'était mieux avant. Et en plus, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez dit c'était mieux avant, vous ne projetez pas les gens. Donc, il faut leur dire, il faut expliquer aux gens à quoi servent les innovations, dans quelles conditions on va recréer des emplois, avoir ce discours positif. Parce que si nous, les modérés, nous n'avons pas ce discours positif, et là, on en revient directement au sujet, les gens, vous les envoyez au mieux vers le nationalisme politique, au pire vers le fondamentalisme religieux.
comme dans toutes les vagues de destruction créatrice dont j'ai parlé, et j'ai pris les exemples de Savonarola, du terrorisme anarchiste, etc. Au pire, vous les emmenez vers la violence, au mieux, vous les emmenez vers le nationalisme politique, sachant que le nationalisme politique mène systématiquement au pire. Et donc, on doit recréer, nous, ce discours positif. C'est le rôle des entreprises, c'est le rôle des intellectuels, c'est le rôle des politiques. C'est ce qu'a bien réussi Justin Trudeau, par exemple, au Canada. Réussir à produire ce discours modéré, mais positif sur l'avenir, et réussir à faire comprendre que l'innovation, ça peut être un progrès. Voilà. Avant de passer aux questions de la salle et nos très chers adhérents et adhérentes, j'aurais deux questions pour le prix d'une. Est-ce que nos politiques, alors je ne parle pas du microcosme français, nos politiques dans leur ensemble, de Hollande à Trump maintenant et en passant par Vladimir Poutine, est-ce que nos politiques sont à la hauteur des enjeux? Question ouverte, a priori je pense que non. Et sinon, comme je le pense, qu'est-ce qui va prendre le relais? Est-ce que ce ne sont pas d'autres formes d'organisation? Est-ce que les États ne sont pas dépassés? Est-ce que nos parlements ne sont pas dépassés? Est-ce que ce ne sont pas d'autres formes d'organisation telles que des villes ou des entreprises qui vont prendre le relais? Alors je prendrai deux exemples. Londres s'est rebellé contre le Brexit. Il dit, nous, on n'a rien à foutre. Nous, on veut continuer à aller vers le progrès. Ils ont passé des accords avec Paris. Los Angeles a fait la même chose. Il dit, nous, on va peut-être demander notre indépendance parce que nous, on veut continuer à progresser. New York, troisième exemple, il dit, nous, on va protéger nos immigrés. Ils nous apportent quelque chose. On a des pôles de développement et Trump, on n'en a rien à faire. Question. Bien sûr, alors je sais qu'il y a cette idée de la montée en puissance des villes et des métropoles qui est extrêmement séduisante du point de vue intellectuel et même du point de vue pratique, parce qu'en effet, on a bien vu que Londres avait voté massivement pour le Remain, que la Californie avait un vote qui était beaucoup plus ouvert que l'ensemble du pays, donc c'est quelque chose évidemment qui est un peu séduisant. Cela dit, très honnêtement, de façon concrète, je ne vois pas de traduction opérationnelle, parce que de toute évidence, Londres ne va pas faire sécession. Voilà. Et de toute évidence, la Californie, je pense, je peux me tromper, mais ne veut pas faire sécession. Je parlais de pouvoir d'influence. Alors le pouvoir d'influence, bien sûr, elles l'ont déjà. Mais enfin, en même temps, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, la vague montante politique dans le monde, c'est le nationalisme. Vous le voyez absolument partout. Et ce qui est très important à bien comprendre, c'est que ça n'est pas une vague qui est circonscrite aux pays qui ont des difficultés économiques, parce qu'en réalité, ce que craignent les gens, c'est la projection de l'avenir. C'est pour ça que nous devons réinvestir le champ de l'avenir. Il faut parler de l'avenir, parce que quels sont les gens qui parlent de l'avenir aujourd'hui? Ce sont les gens qui ont une vision exclusivement négative en termes de barbares. On parle de barbares dans le domaine de l'économie, on a très peur des migrants, etc. Et donc il n'y a que ces gens-là qui parlent de l'avenir. Et donc c'est à nous de reparler de l'avenir sur un mode positif. Mais attendez, sans être bête, je ne suis pas du tout pour une ouverture totale des frontières et je pense qu'il faut réguler l'immigration. Ça me paraît tellement évident que je le dis même pas. Simplement entre réguler et fermer ou dire on va virer 3 millions de personnes, si vous voulez, il y a quand même un curseur qu'on peut mettre à un endroit qui soit un endroit astucieux, me semble-t-il, ce que continue à faire un certain nombre de pays. La question sur les politiques, non. Dans les politiques, il y a de tout. Il y a des gens qui sont pas bons, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont bêtes mais qui ont de très bonnes intuitions. Non, mais donc il y a véritablement de tout. Et je vous donne mon sentiment, bien que vous ne me l'ayez absolument pas demandé, sur la campagne électorale en France. Je trouve qu'elle est d'un excellent niveau. Premièrement, je trouve qu'elle est d'un excellent niveau. C'est très intéressant. Je trouve que tous ces débats sont vraiment très très bons. Et d'autre part, je trouve que tous les gens qui se sont déclarés et qui sont en position de gagner sont des gens de très grande qualité. En revanche, sur ces questions-ci, sur les questions qui, moi, me semblent importantes, oui, il y a des gens que ça intéresse et des gens que ça n'intéresse pas. Voilà. Je peux citer des noms si vous voulez, parce que j'en ai parlé avec eux. Nicolas Sarkozy, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup sur le plan personnel et puis qui a beaucoup de qualités, ça ne l'intéresse pas. Parce que ces questions de mutation, etc., c'est complètement secondaire. D'autres candidats que je ne citerai pas, mais notamment celui qui a ma préférence, vous retrouverez ça facilement, s'y intéressent. Ce ne sont pas des geeks, mais ils s'y intéressent. Donc si vous voulez, il y a vraiment de tout aujourd'hui, et je pense qu'on peut faire son choix de façon relativement sereine. Mais de toute façon, le politique, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis toujours, les politiques, ils sont choisis par les gens. Donc ce qui compte, c'est les gens.
Ce qui compte, c'est l'état de l'opinion publique. Les politiques ne font que refléter dans une démocratie. Alors c'est le côté médiocre de la démocratie, mais comme vous savez, c'est quand même le meilleur système. Mais Tocqueville explique très, très bien ça. La démocratie, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Le seul mauvais côté de la démocratie, c'est que ça tire tout vers le bas. Voilà. Non, mais c'est quand même le meilleur des systèmes, sans aucun doute. Mais ça tire toujours tout vers le bas. Et notamment, ça tire la classe politique vers le bas, qui répond aux aspirations du peuple. Et les aspirations du peuple, elles peuvent être parfois extrêmement mauvaises. Alors, je sais bien qu'on n'a pas le droit, notamment, on voit beaucoup ça là, ces derniers temps. Ah, mais ils ont choisi souverainement, il faut respecter la démocratie, etc. Je ne vois vraiment pas au nom de quoi je m'interdirais de porter un commentaire sur un vote fut-il ultra-majoritaire. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Donc non, il faut être relativement positif sur l'avenir. L'avenir est très ouvert. Et honnêtement, dans ce contexte actuel, l'Europe et la France ont une carte extraordinaire à jouer. Et je recommence à y croire. Quand je vois le débat politique en France, je me dis que si on a un bon président ou une bonne présidente, bon, au vu des sondages, ce sera plutôt un président, mais si on a un bon président, et si on mène une bonne politique économique, et c'est pas très compliqué en France, hein. On a un problème de chômage, il est plutôt facile à régler. On a un problème de logement, il est plutôt facile à régler. Et on a un problème d'innovation qui est lié à l'affectation de l'épargne. Notamment, on a un gros problème de capital investissement. On n'a pas assez de capital investissement et surtout, on n'a pas assez de capital développement. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de capital investissement pour des tickets de 10, 20, 50, 100 millions d'euros, hein. Quand Musk a fait SpaceX, hein, quand vous voulez avoir une entreprise de lanceurs spatiaux, ce qui est vachement important, parce que l'espace, la définition des droits de propriété dans l'espace, ce sera premier arrivé, premier servi. Hein. Donc s'il n'y a que des Américains, ils auront tout l'espace, avec les Chinois, et nous, on n'aura rien. Donc comme l'espace est plus grand que la Terre, ça va, du point de vue de la puissance géopolitique, ça va poser un problème. Mais vous ne faites pas une entreprise de lanceurs spatiaux avec 400 000 euros, quoi. C'est ça le problème. Donc il vous faut 100 millions d'euros dès le départ. Donc on manque de ça, ça c'est très lié à la fiscalité. Mais donc les problèmes de la France ne sont pas difficiles à résoudre. Hein. Je veux dire, techniquement, le problème de la France, ce n'est pas la Grèce, hein. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Et donc si on fait ces réformes avec la fermeture intellectuelle et politique des États-Unis d'un côté et le Brexit, où les Anglais, les Britanniques se sont fait éclater une bombe dans leurs propres mains, moi je pense que l'Union européenne et la France ont vraiment une formidable carte à jouer. Et je recommence à y croire. Je suis pas sûr, mais je recommence à y croire. J'aurais pas dit ça il y a un an. Hein. Il y a peut-être quand même un ou deux préalables à ça. C'est ce que Nicolas vous disiez il y a quelques minutes. La loi de la majorité. Je fais ça parce que tout le monde pense que. Eh bien, tout le monde pense que. Il y a un millénaire, tout le monde pensait que la Terre était plate et ce n'était pas le cas. Donc, c'est pas parce que quelque chose est dit par 1 million de personnes qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis différent. Et puis, la deuxième chose, il faudrait peut-être aussi redistribuer les œuvres gratuitement de Dale Carnegie qui disait « La plupart des gens font d'une opportunité un problème et tâchons de faire de tout problème une opportunité ». Et ça aussi, c'est amicalement, enfin, je ne me permettrai pas de donner un conseil, mais un message que j'envoie surtout pour vous, parce que vous êtes très au fait des questions financières et il faut vraiment en France qu'on fasse la pédagogie du grand. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Moi, j'en peux plus des trucs petits. Vraiment. Non, mais les PME, les petits commerçants, les petits artisans, etc. Et je pense qu'il faut qu'on soit offensif, y compris du point de vue du discours. Rester petit, c'est nul. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais je veux dire, nous, notre vocation, c'est de progresser, c'est de grandir. Et on peut grandir de façon qualitative. Hein. Grandir, c'est pas simplement connement faire plus. C'est pas connement acheter plus ou produire plus. Ça peut être faire des choses mieux. C'est ça aussi grandir. Et il faut absolument qu'on refasse cette pédagogie. C'est pour ça, malgré tout, que même s'il est un peu vulgaire, même s'il est outrancier, moi j'adore Elon Musk parce qu'on a vraiment besoin de gens comme ça. On a besoin de gens qui nous disent, et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup communiqué sur le départ de Thomas Pesquet pour la Station Spatiale Internationale, parce qu'on a besoin d'avoir de gens qui nous parlent de l'exploration, qui nous parlent d'aller plus loin, plus haut, plus fort, de faire des choses plus grandes, qui reprennent des risques, qui comprennent que vous avez, Thomas cite cette phrase de Mermoz que je ne connaissais pas, je n'aime pas donner de citation, mais qui est extraordinaire. Il dit « Mais le pire dans la vie, c'est de mourir dans son lit. » Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus bête. Non, mais je veux dire, mourir en allant sur Mars, ça c'est bien. Non, mais ça a un sens. Mais mourir dans son lit, c'est débile. Et donc c'est vrai que cette phrase de... C'est ce qu'avait dit d'ailleurs... Cette phrase de Mermoz, je la trouve extraordinaire parce que c'est une philosophie de vie et d'entrepreneuriat aussi. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs pendant la campagne de France...
la déroute. De Gaulle, qui était colonel de char, ses collaborateurs, ses commandants planquaient les chars dans les lisières parce que simplement ils voulaient sauver leur peau. Ils disaient hey, vous allez sur le champ de bataille. Ah, vous voulez mourir? Vous ne voulez pas mourir? Vous avez peur de mourir? Eh bien, sachez que ça a quand même plus de gueule de mourir comme ça que d'un ulcère de l'estomac dans son lit. Cela dit, je veux pas mourir sur un champ de bataille parce que je trouve ça con aussi, moi. Comme disait Patton, c'est extraordinaire de mourir pour son pays et assurez-vous que les gens d'en face le savent. On va peut-être passer aux questions de la salle. Alors, une question dans la salle qui comme... Ah, ça y est, j'arrive. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Dans l'exposé, vous ne parlez pas de l'explosion démographique. Parce qu'on a eu une explosion démographique dans ces 30-40 dernières années qu'on n'avait pas jusqu'à présent observée. Donc est-ce que c'est volontaire que vous n'en parlez pas ou vous pensez qu'on va réussir à passer ce problème d'explosion démographique? C'est les deux à la fois, c'est-à-dire que j'en parle pas parce que pour moi c'est pas un problème. On va être 10 milliards et demi. Bon, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est pas énorme parce que surtout on va rester à 10 milliards et vous savez qu'après ces 10 milliards et demi, la population recommence à baisser pour une raison que les démographes connaissent bien, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Hein, c'est le fait qu'avec l'augmentation du PIB par habitant, en particulier dans les pays émergents, les taux de fécondité baissent et peuvent même passer sous la barre des 2. Vous savez qu'il faut être 2 pour faire un enfant. Enfin, jusqu'à maintenant. Alors, les progrès de la génomique vont changer ça, mais sans doute. Mais encore que ce que l'on est en train de voir dans le domaine de vous savez que fin septembre est né le premier bébé à 3 par an. Donc, on va plutôt vers une rediminution des taux de fécondité parce que bientôt, il faudra peut-être être 3. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit à peu près là où on va. 10 milliards. 10 milliards, alors je comprends parfaitement bien évidemment le sens de votre question, hein, notamment ça nécessite des gains de productivité agricole très importants et puis ça nécessite une politique en termes de développement durable qui soit plus offensive. Développement durable, je l'ai dit, il faut donner un prix très élevé au CO2, ça c'est la base. Après on peut faire des politiques industrielles ici ou là, mais le fond du sujet c'est vraiment de réussir à donner un prix au CO2. Sur l'agriculture, la productivité agricole elle augmente beaucoup, c'est l'un des secteurs les plus high-tech aujourd'hui. Hein. Moi, quand je vois les agriculteurs, quand je leur parle de la voiture sans chauffeur, de l'écosystème spatial ou de la génomique, ils connaissent tout ça par cœur. Tout ça par cœur. Les tracteurs sont sans chauffeur. Ils travaillent avec beaucoup de satellites. Quant à la génomique, le terme d'OGM pour eux est un terme des années 70 ou des années 80. Toutes les plantes vont être génétiquement modifiées et c'est absolument formidable parce que c'est pas dangereux et parce que ça permet d'utiliser de moins en moins de phytosanitaires et d'engrais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans 20 ans, vous aurez une convergence totale entre le bio et ce qu'on appelait autrefois les OGM. Donc, il y a beaucoup de progrès. Je pense très honnêtement que les freins aujourd'hui ne sont pas des freins naturels, ce sont plus des freins d'ordre réglementaire qui sont liés au principe de précaution, au financement de l'innovation. Et c'est ça ce qui nous permettra de gérer ces 10 ou 11 milliards d'individus sur Terre. Mais très honnêtement, en soi, je pense que ce n'est pas inquiétant. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu la même chose que la décroissance. Moi, je veux bien, Yann Arthus Bertrand, on est 10 milliards, on va de 10 milliards, c'est trop. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? Non, mais on est trop. Qui est en trop déjà? Non, mais qui est en trop? Parce que je vois bien l'idée qu'il y a derrière. Ceux qui sont en trop, c'est les derniers arrivés, quoi, grosso modo. Mais pas nous. Nous, on n'est pas trop. Bon. Donc, eux, ils sont en trop. Et s'ils sont en trop, qu'est-ce qu'on leur dit? Non, mais je veux dire, on ne va pas leur dire de mourir. Bon. Donc, il y a un moment où la sagesse, au sens philosophique, c'est de prendre le monde tel qu'il est et d'en faire quelque chose de bien. Nous serons 10 milliards. Ça a aussi un très bon aspect, c'est qu'on sera plus nombreux pour pouvoir réfléchir aux solutions. Et puis, je partage tout à fait le... Je partage tout à fait au niveau agricole, tout du moins, l'optimisme de Nicolas. Allez à 200 km de Paris, il y a les champs expérimentaux à côté de l'abbaye de Bec-et-Loing en Normandie. Vous arrivez à faire vivre un agriculteur sur 1250 mètres carrés avec de l'agriculture biologique combinée, des synergies entre les plantes, etc. 1250 mètres carrés, moins que mon jardin. Vous faites vivre un agriculteur avec un revenu convenable. Et donc, qu'on nourrit pas mal. Voilà. Bon. Messieurs, je suis désolé, on va devoir passer à la suite. Donc, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort Monsieur Nicolas Bouzou.